Bonsoir, à la une de ce JT. RESF s'inquiète pour les enfants roms en ce jour de rentrée scolaire. On revient sur cette question dans quelques minutes avec Emmanuel Lebon. Une rentrée à laquelle n'ont pas échappé en revanche quelques 300 000 élèves aujourd'hui dans le département. Moment d'émotion pour les enfants comme pour les parents. Enfin, du lave-linge aux voitures électriques, c'est l'incroyable histoire de la reconversion d'une entreprise lyonnaise. Beaucoup de larmes, mais aussi quelques sourires ce matin aux abords des écoles. C'était bien sûr aujourd'hui la rentrée pour plusieurs centaines de milliers d'élèves dans le Rhône. Une rentrée un peu particulière dans le tout nouveau quartier de la Confluence où s'est rendu Emmanuel Lebon. J'ai mal au ventre, alors du coup ça fait stresser. Non, un petit peu, mais ça va. Un peu de stress et des cartables sur le dos. Pas de doute, l'heure de la rentrée a bel et bien sonné pour les enfants et leurs parents. Particularité pour ces écoliers du 2e arrondissement, l'inauguration de leur nouvel établissement. Baptisée Germaine Tillon, résistante de la Seconde Guerre mondiale, la structure était très attendue dans le quartier. On l'a vu construire, on a vu le quartier se bâtir ici et puis cette école aussi. On savait qu'il y avait un gros pôle enfant qui devait arriver. Voilà, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est l'ouverture. Il y a 2 ans qu'on y habite et on découvre le quartier qui commence à s'épanouir, à avoir du monde. Un établissement qui s'inscrit dans le vaste projet de réhabilitation du quartier. Aujourd'hui, on ouvre un groupe scolaire de 9 classes, 5 élémentaires et 4 maternelles. Et également, il y aura dans cet ensemble une crèche et un relais d'assistante maternelle. Et ainsi, tout l'accueil nécessaire des enfants sur ce nouveau quartier sera assuré. Classe câblée, salle informatique, tableau interactif, l'établissement fait la part belle aux nouvelles technologies. Les premiers jours, eux, sont consacrés à la découverte des lieux et des camarades. Les choses sérieuses, elles, commenceront dès la semaine prochaine. Alors si cette rentrée s'est déroulée sans véritable fausse note, un malaise commence toutefois à se faire sentir, notamment concernant la scolarisation des enfants roms. Après la vague d'expulsion qui a eu lieu cet été, les associations s'inquiètent. Pour faire un point sur la situation, on retrouve tout de suite et en direct Emmanuel Lebon. Bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Les écoliers lyonnais ont en effet retrouvé les bancs de l'école ce matin. Ce n'est pas le cas de leurs petits camarades issus de la communauté rom. Le collectif rom tire la sonnette d'alarme. Avec moi ce soir, Henri Branciard. Combien d'élèves sont concernés par cette situation? Alors, il est très difficile de parler d'un nombre. Par contre, je préférerais parler de quelques cas précis. Par exemple, une famille qui a été expulsée il y a un mois ou deux de Villeurbanne avec 5 enfants se retrouve ce matin, était sous une tente, 2 mètres par 2 mètres à peu près. Donc 5 enfants, un collégien, un élémentaire, 2 maternelles et un bébé de 4 mois. Ce matin, l'enfant en maternelle était effectivement à l'école. Est-ce que vous, qui m'écoutez, seriez capable de faire la même chose, mettre votre enfant à l'école quand vous êtes sous une tente, sans eau, sans électricité, sans rien, à peine de quoi vivre? Et voilà la situation d'une famille qui réussit à mettre son enfant. Pour le collège, très difficile, parce que l'inspection académique ne fait pas son travail. On a beaucoup de mal pour scolariser les enfants au niveau des collèges, puisqu'on a des enfants qui, depuis janvier 2011, je dis bien 2011, ne sont pas encore scolarisés, malgré nos demandes insistantes auprès de l'inspection académique. Un deuxième exemple, une autre famille qui logeait sur un squat à Bron. Vous avez peut-être entendu parler des incendies à Bron. Donc cette famille dont j'avais scolarisé l'enfant qui devait rentrer à l'école en maternelle au mois d'avril, s'est retrouvé dans le squat, incendie sur Bron, gymnase à Bron, gymnase ensuite à la Croix-Rousse, hôtel après, plus rien du tout, donc dans des voitures, ensuite dans un autre squat. Justement, c'est impossible de scolariser, cet enfant ne sera pas scolarisé à la rentrée. L'an dernier, on a vu des familles, des écoles apporter leur soutien à ces familles, parfois à la rue. Est-ce que cette mobilisation, elle continue cette année encore? Bien sûr, la mobilisation continue, elle va s'amplifier parce que c'est complètement scandaleux que de rejeter les enfants, de jeter des familles à la rue. C'est d'ailleurs illégal. La loi dit bien que toute personne en danger doit avoir recours, peut demander un hébergement.
Un exemple tout simple, il y a eu la semaine dernière l'expulsion de Saint-Priest, 120 personnes. Sur 120 personnes, j'ai vu une famille avec une maman, un bébé de 4 mois. J'appelle le 115, la réponse du 115 au bout d'un certain temps, c'est il n'y a pas de place, rappelez demain. Alors pour information, il y a une manifestation très importante ce samedi à 15h, place Bellecour. Venez nombreux pour dire non à ce scandale, à cette honte française que de jeter les gens à la rue, de jeter des familles à la rue. Merci beaucoup Henri Banciard d'avoir répondu à nos questions. Et je vous rappelle donc que ce matin, des centaines d'élèves issus de la communauté Rome n'ont pas pu rejoindre les bancs de l'école. Merci beaucoup Emmanuel et merci à Julien Thomas qui était avec vous pour ce direct. Au deuxième jour du procès devant les assises du Rhône du meurtre du petit Lucas, de nombreuses questions subsistent. L'accusé et beau-père du garçon au moment des faits persiste dans ses déclarations. Un seul coup aurait été porté selon lui à l'abdomen du garçonnet de 4 ans ce 14 décembre 2010 et ce lors d'un jeu qui aurait mal tourné. Une version contestée par les experts hier. Quant à la famille, elle attend avec fébrilité le verdict qui doit être prononcé demain. Je ne sais pas si on peut parler de personnalité de M. Diallo parce que la personnalité, jusqu'à présent, on ne l'a pas saisie et je ne suis pas sûre qu'on la saisisse au final. De ce que M. Diallo a laissé avoir jusqu'à présent, c'est-à-dire une froideur assez exceptionnelle, assez étonnante et une absence totale de regret. Et puis la polémique du jour, c'est cette phrase de Jean-Jacques Kéran qui s'est exprimée chez nos confrères du Progrès. Le président de la région Rhône-Alpes dénonce le mode de désignation interne du successeur de Martine Aubry à la tête du PS. Une méthode qu'il compare à un processus à la nord-coréenne, ajoutant qu'il avait l'impression d'en revenir au temps de l'URSS. Drôle d'ambiance donc, je vous rappelle que les prétendants à la succession de la maire de Lille ont jusqu'au 12 septembre pour déposer leur candidature. Ça risque de coincer à partir de demain sur la grande rue d'Oulin. L'axe principal de la ville va en effet être partiellement coupé en raison de travaux de réaménagement. Des déviations en direction de Lyon seront bien évidemment mises en place, mais pas de quoi réjouir les commerçants oulinois qui s'inquiètent déjà des retombées négatives pour leur activité. Ça risque d'être un peu dur par rapport aux clients qui cherchent des places, parce que faire un grand tour une fois, 2 fois pour trouver une place, ça ne va pas être possible. Les gens vont se lasser, vont partir et voilà, le commerce va souffrir, je pense. Toujours peur d'un an de travaux, c'est toujours quelque chose qu'on appréhende. Après, tout a été prévu pour que ça se passe bien. Il y a des parkings qui sont à disposition dans toute la ville, des parkings qui sont juste à côté de la grande rue, donc à utiliser à bon escient. Jusqu'ici, ils fabriquaient des lave-linges, mais depuis quelques mois, les opérateurs de la société Citel ex-Fagor Brand se sont lancés dans la fabrication de voitures. Des modèles 100% électriques pouvant rouler jusqu'à 80 km/h. Découverte en avant-première avec Jean-Marc Roffat. Sur ce site historique de Gerland, qui a connu les belles années de Thomson puis de Brandt, on est en train de vivre depuis cet été une révolution industrielle puisque les ouvriers passent progressivement de la fabrication de machines à laver aux véhicules électriques juste derrière moi. On a construit un véhicule électrique, non pas avec un cahier des charges technique, mais avec un cahier des charges client. C'est-à-dire qu'on a d'abord orienté notre produit en fonction des desiderata de nos clients. Actuellement, les pièces du moteur électrique Brandt viennent d'Italie, mais cela pourrait changer puisque l'usine fait du haut de gamme. Maintenant, il n'est pas exclu qu'à moyen terme, on réintègre la fabrication et l'assemblage du moteur en France. Cette reconversion permet à l'entreprise de sauver l'emploi en gardant à peu près le même effectif d'un peu plus de 400 employés, avec bien entendu tout un cycle de formation. Ça fait 45 ans qu'on fait de la machine à laver. Mais là, la mécanique, c'est nouveau, donc c'est un peu difficile, mais c'est intéressant. On veut garder notre emploi et donc de repartir sur des nouvelles activités telles que le véhicule, c'est très important pour nous. L'objectif de l'entreprise est de vendre par an 3 à 5 000 véhicules utilitaires électriques. En attendant, la nouvelle chaîne de montage sera inaugurée ce mercredi.
En football, après 8 années de bons et loyaux services à l'OL, Chris s'en va. L'un des joueurs préférés des supporters lyonnais vient de signer un contrat d'1 an avec le Galatasaray. Montant du transfert 1,2 million d'euros. Un départ souhaité par Jean-Michel Aulas qui, au début de l'été, je vous le rappelle, comparait le défenseur brésilien à un dinosaure de vestiaire. Puis notez l'arrivée quasi certaine d'Arnold Mbemba. Le milieu défensif lorientais pourrait signer pour 4 ans. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.